intervenants. Si vous voulez bien, mesdames et messieurs, nous rejoindre sur scène, s'installer. Pour Occitanie Invest, c'est Rémi Courtade, c'est bien ça? Alors là, combien il faut qu'on soit 5 sur scène et oui, on va demander à... Asseyez-vous, je vous en prie, mesdames et messieurs. On va demander à Rémi Courtade de venir sur scène, ouais. On a un siège qui est libre, de manière à ce qu'on soit OK sur les conditions sanitaires. Est-ce que tout le monde est assis? Il faut absolument que tout le monde soit assis, sinon on se fait gronder. Maïna, dans la deuxième partie, alors du coup. Mais la première et la seconde partie vont être assez rapprochées, donc vous n'allez pas patienter longtemps. Alors, très rapidement, le temps que tout le monde s'installe, on m'entend bien là, ça va? Ouais, impeccable? Bon, moi je ne m'entends pas très bien, mais c'est pas grave. Je voulais très rapidement vous remercier d'être venus. On est presque plus nombreux sur scène que dans la salle, mais on a encore du monde qui va arriver simplement au moment où je vous parle. Il y a d'autres événements qui se déroulent dans le cadre de la mêlée numérique, dans les étages, d'autres intervenants qui sont en train de conclure. Et donc, on a du monde qui va venir nous rejoindre sur scène. Je suis Patrice Casala et on m'a confié l'animation de ce barcamp dédié au financement et à l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Donc, je voulais très rapidement vous remercier, bien sûr, d'être venu. Remercier Édouard Forzi, le président de la mêlée numérique, de m'avoir confié l'animation de ce barcamp. Alors, je ne suis pas journaliste du tout, vous allez vous en apercevoir dans les minutes, mais rassurez-vous, la qualité de cet événement sera assurée par la pertinence des intervenants que vous allez voir tout à l'heure et que je vais vous présenter. Et puis un petit mot avant de démarrer pour remercier les équipes de la mêlée numérique qui font un super travail. Pour eux, c'est un marathon toute cette semaine. Et puis, je dis souvent que créer une start-up, c'est faire un 42 sprints, un marathon de 42 sprints. Et hier soir encore à 23 h, j'étais en train de leur demander de modifier des choses dans le programme et sur le site internet de l'événement, et ils le faisaient, donc bravo et merci en particulier aux équipes de la mêlée, et merci à mon co-animateur, mon idole, mon gourou, mon mentor, Mathias Estagno. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas, voilà, c'est le jeune homme qui est en maillot de bain sur la droite, et qui interviendra dans la seconde partie de cet événement qui va se dérouler de la façon suivante. À partir de maintenant et jusqu'à, on va dire, allez, 15 h 45, peut-être 15 h 50, on va avoir une présentation rapide de chacun des intervenants. Alors bien sûr, le but, c'est pas de vous réciter, de reproduire les contenus auxquels vous pourriez accéder sur Internet pour chacun des activités qu'ils représentent, mais les connaître un petit peu mieux et faire en sorte que dans cette deuxième partie qui, elle, va avoir lieu en suivant jusqu'à 16 h 30, vous allez pouvoir les rencontrer, comme ça, directement, sans rendez-vous. Ils vont se positionner sur les manches debout, qui se trouvent derrière vous, et vous pourrez les rencontrer, étant bien entendu que ce sont des rencontres qui seront timé à la manière d'un speed dating. C'est un premier rendez-vous qui vous permettra de leur demander conseil, de vous assurer de la maturité de votre projet, etc. etc. Voilà, merci d'avoir patienté le temps de cette courte introduction, et je vais vous présenter nos intervenants, et je vais essayer de commencer par mesdames, galanterie oblige, et merci tout d'abord à Maïna Le Floch de nous avoir rejoints et d'être présente aujourd'hui pour représenter Midi Pyrénées Active.
Vous me corrigez de la tête si je dis une bêtise, hein. Et plus particulièrement, vous allez nous parler du fonds d'amorçage aujourd'hui, du fonds d'amorçage France Active. Oui, je représente plus particulièrement France Active. France Active, c'était dans l'autre sens. Qui effectivement intervient sur l'investissement sur la phase amorçage. Voilà, et vous allez nous parler de cette offre de capital amorçage solidaire qui est dédiée aux structures d'innovation sociale. Merci beaucoup Maïna d'être avec nous. À votre gauche, présente parmi nous, c'est Mathilde Iklazan qui est la directrice générale adjointe de WeSeed. Tout le monde connaît WeSeed. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas WeSeed, qui est la plateforme numéro 1 depuis 2008, je crois. 2008, exactement. Dans le domaine du crowdfunding. Et vous allez nous parler d'une partie des activités de WeSeed, parce que c'est vrai que vous avez une belle activité très très riche, et on va parler un petit peu plus en particulier de ce qui peut intéresser aujourd'hui les porteurs de projets. Mathilde, je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite pour quelques questions, et nous avons Anne-Cécile Roux. Bonsoir, non bonjour, c'est pas encore l'heure, Anne-Cécile. Anne-Cécile va nous parler du financement des jeunes entreprises innovantes chez Créalia, puisque vous représentez Créalia aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Donc, fonds d'amorçage à l'innovation pour les startups innovantes. Bien, on va parler de ça en détail dans quelques secondes. Nous avons Laurence Arnoux, qui est la directrice du réseau Entreprendre Occitanie-Garonne. Merci Laurence d'avoir répondu. Je sais que vous avez tous et toutes un agenda très chargé et tu ne fais pas exception. Et tu as été très gentil de me rappeler, je crois que c'est hier ou avant-hier, pour me dire écoute, je peux me libérer, je vais venir pour parler de ce qu'on fait. Donc vous faites à la fois, on peut le dire, du financement et de l'accompagnement. Oui, tout à fait, on en parlera, à la fois sur de l'amorçage avec un certain nombre de partenaires et puis surtout de l'accompagnement par des pairs chefs d'entreprise. Super. Alors on va voir ça dans quelques secondes et on va terminer ce premier tour de table puisqu'on va avoir la deuxième partie des intervenants avec Laurent Lesdos. Laurent, vous êtes Business Angel, qui est une activité complètement bénévole. Donc déjà, il y a une première distinction à faire par rapport aux autres personnes qui sont là, c'est que Business Angel, ça n'est pas un métier. Vous êtes administrateur de Capital Angel et d'Occitanie Angels, qui est le réseau de Business Angel de la région Occitanie. Mais pour autant, en tant que professionnel, je crois que vous faites du conseil en fusion, acquisition et investissement. À titre personnel, tout à fait. Sinon, les BA, donc sur Toulouse, on est une soixantaine d'entrepreneurs qui accompagnons des projets, surtout pour de l'amorçage. Et bien sûr, on les accompagne en conseil et en financement. Eh bien Laurent, je ne résiste pas au plaisir de vous poser la première question, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas un professionnel. Et on va voir, ça va se décrypter pour ceux d'entre vous pour lesquels ce n'est pas évident, comment il y a des effets leviers, des effets dominos aussi, puisque chacun de vous connaissez, tout au long de l'année, vous collaborez, vous travaillez ensemble. C'est l'intérêt de chacun, c'est l'intérêt des porteurs de projets qui seront certainement dans la salle, mais c'est l'intérêt de chacun des professionnels de l'investissement et de l'accompagnement. Est-ce qu'on peut dire que les business angels, parce qu'ils sont bénévoles, ils peuvent se permettre de s'intéresser à des projets peut-être un petit peu plus tôt, à un moment où on est quelque part entre une idée bien ficelée et un début de structuration de l'entreprise? Les business angels donc, accompagnent depuis le début du projet. On est vraiment pour guider ces projets dans le temps. Et les fonds qu'ils investissent, sur des enveloppes entre 50 et 200 000 euros, sont vraiment dans le temps. Et tout au long de la vie du projet, ils accompagnent, ils sont présents auprès de l'entrepreneur. Bien. En tant que Business Angel, vous faites partie d'un réseau de Business Angel, vous nous les avez présentés, mais les Business Angels eux-mêmes font partie de comités de sélection, et c'est là qu'on voit tout ce chaînage, et je me tourne vers Anne-Cécile Roux de Créalia, vous allez nous présenter rapidement Créalia, et comment vous collaborez avec ces Business Angels, et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la labellisation, et de savoir comment est-ce qu'on est éligible chez Créalia. Alors, Créalia, c'est un fonds d'amorçage en association loi 1901 qui est présidé par des chefs d'entreprise. On est financé par la région, BPI, l'Europe via le fonds Foster TPE-PME et des partenaires privés. Donc, ce qu'on fait, ce sont des prêts d'honneur
à la personne, uniquement pour les entreprises innovantes et accompagnées. Et parmi les porteurs de projets, donc les structures d'accompagnement, on va retrouver du coup les pépinières et incubateurs du réseau IP+, les plateformes initiatives et le réseau Entreprendre. Donc il y a des liens un peu entre tout le monde. Comment sont attribués ces prêts d'honneur? Via des comités qui ont lieu à peu près tous les mois. Et au sein de ces comités, donc nous avons des membres, on va avoir des collèges qui représentent un peu tout ce qui peut, estimer la qualité d'un projet et la faisabilité d'un projet. Donc on va avoir un collège banque de l'innovation, financeurs, fonds, IRDIS, Auridec, BPI, donc les banques de l'innovation, je l'ai dit, et des chefs d'entreprise. Et nous aurons également un représentant d'une plateforme initiative et du réseau Entreprendre. Et j'en viens à Occitanie Angels, qui font partie du comité Créalia, pour le comité étant décisionnaire, valider ou pas l'attribution du prêt d'honneur Créalia. Merci Anne-Cécile. Donc on voit que c'est un peu, est-ce qu'on peut dire que c'est une grande famille tout ça? Ah, tout à fait, on est tous en lien, je pense, et l'idée c'est justement de travailler tous ensemble. Et il y a les banques qui sont là également, donc voilà, on communique beaucoup, puisque Créalia, le principe, c'est de renforcer les fonds propres pour aller faire derrière un effet levier pour les autres partenaires et du coup les banques, mais également aller chercher des fonds chez BPI, des fonds, des subventions régions, et notamment quand on a du 1 euro de Créalia pour aller chercher du 1 euro des fonds publics. D'accord. On parlera tout à l'heure de cet effet levier et des aspects un petit peu plus techniques avec nos amis banquiers et monsieur Nicolas Palomba qui nous a fait l'amitié d'être là, qui va nous parler de ça dans quelques minutes. Merci Anne-Cécile. Laurence Arnoux, réseau Entreprendre Occitanie-Garonne. Alors, un peu comme les Business Angels, c'est un réseau qui a un maillage national, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est un maillage national et même international. Aujourd'hui, la communauté Réseau Entreprendre représente 14 000 chefs d'entreprise engagés avec plus de 83 associations. Donc, avec par contre toujours le même motif, c'est que notre engagement, c'est de fédérer des chefs d'entreprise qui vont partager leur expérience pour aider à faire grandir de futurs créateurs d'emplois sur les territoires. Donc, on sélectionne des projets qui doivent créer au moins 6-10 emplois, donc de futures PME. Et le partage d'expérience est là pour enrichir les projets, avec peut-être un distinguo, mais c'est là où la complémentarité entre les acteurs est importante, c'est qu'on est convaincu que le modèle de gratuité a du sens et que pour les candidats qui frappent à la porte de Réseau Entreprendre, tout est gratuit pour eux. Et mon job de Réseau Entreprendre de directrice, c'est de fédérer donc des chefs d'entreprise qui sont en activité et qui donnent de leur temps bénévolement, mais sans prise de participation, quel que soit, tout se fait de manière bénévole et désintéressée. Super. Et je me tourne vers Maïna. On va revenir sur ce que fait le réseau Entreprendre, parce que je me mets... alors je vais faire un petit peu le caustique, mais c'est aussi mon rôle. Une majorité d'entre vous sont des amis, on se connaît tous, mais on peut se dire, je l'imagine dans la salle, on va les écouter, c'est super, c'est le monde des bisounours, ils s'entraident tous, on est là pour donner du sens, et c'est vrai, je connais l'investissement de chacun. Mais là, du coup, je rebondis pour aller interroger Maïna Lefloc. Alors, c'est encore plus présent et plus marqué, puisque vous représentez, là, aujourd'hui, ce fonds d'investissement qui veut avoir un impact sociétal important. Vous investissez dans des projets pour autant qu'ils aient un impact. C'est quoi la limite de tout ça? Parce qu'on entend parler... en particulier avec ce contexte très particulier sanitaire du monde d'après. Est-ce que la finance, elle est elle aussi en train d'évoluer? Et à quel moment vous arrivez à concilier les impératifs de la finance? Il y a quand même des contraintes, c'est-à-dire que vous ne faites pas du bénévolat ou du mécénat, pardon, je cherchais le mot, mais vous devez investir dans des projets qui à la fois ont du sens, mais qui restent des projets d'entreprise. Oui, tout à fait. Donc, c'est une question qui est quand même complexe. Donc, France Active Investissement, effectivement, c'est une société d'investissement qui va placer la collecte d'épargne citoyen. Donc, France Active Investissement a un capital de 240 millions d'euros
que donc nous devons placer sur des sociétés qui vont avoir pour projet, alors pas seulement d'avoir de l'impact, mais de répondre à des enjeux de société majeurs de demain. Donc sur des axes qui sont ceux de l'inclusivité, donc là on va parler de bien vieillir, de handicap. Après on peut évidemment aller sur l'écologie, avec l'économie circulaire ou la consommation responsable, où il y a beaucoup de choses à faire. Et puis également sur les questions territoriales, avec la mobilité et le logement, par exemple. Donc tout ça, ce sont des enjeux très importants. On n'est pas simplement sur une recherche d'impact, mais réellement sur l'association, la recherche de synergie entre le mobile social recherché par l'entreprise, sociétal, et puis la recherche évidemment d'un modèle économique qui permettra une sortie positive. Eh bien, donc tout ça, ça passe par des modèles qui sont assez complexes, qu'il faut accompagner, et c'est pour ça qu'il y a un écosystème absolument nécessaire sur l'accompagnement de l'innovation sociale. Et puis aussi la question des statuts, où c'est des sociétés commerciales qui peuvent amorcer le changement, parce qu'effectivement, c'est dans des sociétés commerciales qu'on peut lever des fonds. Vous avez vocation à aider des entreprises. La définition elle-même de l'entreprise, c'est une société qui dégage du bénéfice. Vous n'investissez pas dans des associations ou dans d'autres formes d'activités. Alors si, ça fait partie de nos activités, mais pour ça on utilise d'autres types d'outils. Et là aujourd'hui, je représente France Active Investissement qui, elle, a comme activité d'investir avec des outils d'investissement. Donc là, on va être sur des obligations convertibles, du capital, à des outils très classiques d'investissement sur de l'amorçage. Après, effectivement, on a aussi des activités plus classiques de prêts, de subventions, où là, on va soutenir les associations de l'économie sociale et solidaire, par exemple, mais aussi l'entrepreneur qui va créer son propre emploi en essayant d'avoir un impact vertueux sur son territoire. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Dans quelques minutes, on va accueillir la deuxième partie des intervenants, et juste après, vous allez pouvoir rencontrer chacun d'eux. Je le répète là pour ceux qui auraient raté ce passage et ceux qui viennent d'arriver, vous allez pouvoir les rencontrer et leur parler directement de votre projet pendant quelques minutes dans le speed dating. Mathilde Éclasan, directrice générale adjointe de WeSeed. Je connais votre parcours, on connaît bien WeSeed, on voit bien au-delà de l'aspect sanitaire et de l'actualité que sur, on va dire peut-être, j'allais dire les 10 dernières années, même peut-être au-delà, mais restant sur ces 10 dernières années, il y a une évolution de la finance quand même. Il y a quand même une prise de conscience et on voit qu'il y a peut-être même chez WeSeed, en tout cas, c'est la question que je vous pose, est-ce qu'il y a une évolution des cibles? Est-ce qu'on a dépassé ce stade du greenwashing où à une époque on faisait du vert et du responsable parce que c'était un peu à la mode? Est-ce qu'on arrive enfin à ce changement où la finance est en train de changer et prendre sa part de responsabilité? Oui, évidemment, et d'autant plus depuis quelques mois, on observe forcément des changements. Juste pour mémoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas WeSeed, nous, on est une plateforme de financement participatif, donc on ne bénéficie d'aucun fonds institutionnel, on ne bénéficie que de l'épargne des investisseurs particuliers. Donc à ce titre, on se doit aussi d'écouter leurs envies et d'écouter leur volonté d'investir et de trouver du sens dans l'épargne qu'ils mobilisent pour les chefs d'entreprise et pour les projets. Donc il est vrai que ces derniers mois, on a constaté un renforcement finalement de cette appétence pour des projets. Alors nous, on appelle ça des projets avec des critères ESG, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne l'environnement, le social et la gouvernance, des changements dans la gouvernance aussi aujourd'hui sur la parité, sur l'inclusion, etc. Donc ça fait partie vraiment des sujets que l'on regarde et de critères que l'on est en train de vraiment mettre en œuvre. Voilà. Mais pour autant, c'est d'autant plus facile pour WeSeed puisque WeSeed s'est construit sur ces piliers-là. Il y a 12 ans, cette belle histoire qu'ont créée Nicolas Serres et Thierry Mercol,
les piliers fondamentaux étaient ceux-là, c'est-à-dire cet ADN d'impact, d'engagement sociétal, de valeurs, qui ne sont pas des mots vides de sens. Donc c'est d'autant plus facile aujourd'hui de les renforcer que finalement ils existent au sein des collaborateurs, ils existent dans ce qu'on appelle notre track record, dans les 152 sociétés dans lesquelles on a investi en actions et qu'on gère aujourd'hui en portefeuille. Et évidemment, elles existent encore plus dans l'ADN même des projets qui nous arrivent régulièrement toutes les semaines et que nous analysons. D'accord, merci pour ces précisions Mathilde. C'est quoi les critères d'éligibilité, les critères de sélection pour des business angels? Dans quoi ils vont aimer investir et dans quoi ils n'investiront jamais ou pour ainsi dire quasiment jamais, Laurent Lesdos? Il n'y a pas de secteur qui soit exclu. On regarde tout type de projet. Je pense ce qui fait les critères de sélection avant tout, c'est l'équipe. C'est vraiment la partie humaine qui est extrêmement importante. Et après, bien sûr, le projet. Et aussi, ce qui est important, c'est que les personnes qui ont des projets évoluent et tiennent compte un petit peu de l'accompagnement qu'on peut leur faire pour avancer et éventuellement modifier dans leur projet. Parce que c'est clair que c'est toujours difficile de se lancer dans un projet. Bien, merci Laurent. Est-ce que Anne-Cécile Roux, Créalia, est-ce qu'il est nécessaire ou obligatoire de passer par un dispositif d'accompagnement pour lever des fonds sereinement en Occitanie? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que sur nos critères d'éligibilité, donc nous, l'entreprise doit avoir moins de 3 ans. Elle doit être accompagnée, donc comme je le disais tout à l'heure, par les pépinières et incubateurs du réseau IP+, Réseau Entreprendre et les plateformes initiatives. Voilà. Et dans les autres critères d'éligibilité, il faut que ce soit une entreprise innovante et à fort potentiel, c'est-à-dire avec un marché national voire international et voilà, dans l'essentiel. Merci pour ces précisions. Laurence, je vous pose un peu la même question. Une grande mission du réseau Entreprendre, c'est l'accompagnement. Je crois qu'il y a une très grande majorité des membres qui sont bénévoles chez vous, voire même pire, vous leur faire payer une cotisation. Ce sont des chefs d'entreprise qui prennent plaisir à accompagner. Et pour vous, c'est important aussi la perméabilité, la sensibilité à l'accompagnement? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a avant tout, on met ça en avant, l'accompagnement humain, c'est-à-dire la capacité d'un chef d'entreprise, créateur ou repreneur à avoir bénéficié des conseils. Donc les gens tapent à notre porte pour ça, mais effectivement également par rapport aux prêts d'honneur qu'on octroie donc, et qui font effet levier avec tous les autres dispositifs. Et c'est là où c'est précieux de travailler en partenariat les uns avec les autres. Aujourd'hui, pour 1 euro de prêt d'honneur, c'est environ entre 8 à 12 sur les autres financements que nos lauréats sont susceptibles d'aller chercher. Donc c'est quand même pas négligeable. Nos partenaires bancaires en parleront après du bénéfice des prêts d'honneur. Mais voilà, le prêt d'honneur n'est que, je le dis souvent sur les candidats qu'on reçoit, chez Réseau Entreprendre, c'est la cerise sur le gâteau. Il faut qu'on soit en capacité d'avoir des dirigeants qui viennent chercher l'accompagnement humain et le regard extérieur pour grandir, aller plus vite, mieux. En tout cas, c'est la vocation de les aider à arriver à ça le plus vite possible. Super, mais c'est un très beau réseau, une très belle mission que vous acceptez de porter magnifiquement. Je dois dire, Laurence, je vous connais depuis des années, vous le faites super bien et que ça dure encore très, très longtemps. Je vais demander à Laurence et Anne-Cécile de céder leur place dans la lumière, mais pour autant de continuer votre mission. Je vous invite à rejoindre les manches debout et vous avez les premiers porteurs de projets ou pas, hein, si vous avez juste peut-être une idée, il ne faut pas hésiter à venir les voir, à les rencontrer, leur parler de ce que vous souhaitez faire, leur parler à eux de ce qu'ils souhaitent faire. Je garde 2 intervenants avec moi pour la suite et je vais demander de me rejoindre sur scène à Nicolas Palomba, qui est chargé d'affaires entreprises innovantes, qui représente la Banque de l'innovation du Crédit Agricole de notre région, Pierre Dagrin d'Exco, si vous voulez bien aussi nous rejoindre sur scène, que j'oublie personne, Clément Boguil, qui représente le Fonds des entrepreneurs Occitanie-Ouest pour M Capital Partners, et Rémi Courtade, qui est chargé de mission au financement haut de bilan chez Haddock. Est-ce qu'on a assez de place
sur scène pour être raccord avec... on a 1, 2, 3, 4... Il y en a un qui va rester debout, alors peut-être. On peut avoir un siège de plus ou pas. On peut amener... Voilà, on est à la mêlée, donc on s'organise et on est en mode lean startup. Hein, on adapte la conférence au fur et à mesure. Merci de me rejoindre sur scène, Nicolas Palomba. Et on va essayer d'avoir en visio... Alors, est-ce qu'on a la personne qui est présente en distanciel ou pas? On a normalement Harmonie Mutuelle qui est présente avec nous et je voudrais profiter du fait qu'on s'installe pour l'accueillir. Alors, je vais être un petit peu le retour. Il faut être en orchestre, il faut savoir tout faire. Pardonnez-moi, je vais regarder si Nadia Kamal, qui représente Harmonie Mutuelle, que vous connaissez tous très bien et qui est souscripteur d'un fonds dédié à la e-santé, est présente parmi nous. J'ai pas de retour. Mathias, tu sais si Nadia est connectée? Je ne la vois pas, moi. On va vérifier ça. Pardonnez-nous pour cette flottaison, mais on est obligé voilà, de gérer les personnes présentes en visio et d'assurer la compatibilité avec les conditions sanitaires. Voilà, je perds mes fiches, mais c'est pas grave. J'ai tout appris par cœur hier soir, vous inquiétez pas. Et puis on se connaît tous très très bien. On va commencer par... Je vais commencer... alors là, on n'a pas d'ordre, on ne va pas faire de plus jeune ou plus vieux. Sinon, je regardais si on avait des dames, parce que je fais toujours attention d'essayer de commencer par les dames. Mais là, il n'y en a pas. Nicolas Palomba, donc vous représentez Bonjour. La Banque de l'Innovation. On va vous poser des questions plus spécifiques, parce que vous êtes un banquier et c'est un métier qui a ses particularités et ses contraintes, bien sûr, comme chacun des acteurs présents dans le financement. Je vais vous interroger d'ici quelques secondes. Nous avons Pierre Dagrin, qui représente Exco, qui sont des professionnels de l'expertise comptable, de l'audit, du conseil, de la finance et aussi de l'accompagnement. Et vous allez pouvoir aussi répondre aux mêmes questions, de savoir comment vous avez vu évoluer le contexte un peu particulier de la finance. M Capital Partners qui est présent avec Clément Boguil. Je regardais mes fiches, mais je n'ai pas oublié ton prénom, ça va. Et M Capital qui est un fonds qui a une très grande activité, large, de produits et de services. Mais Clément va nous parler plus particulièrement aujourd'hui d'un fonds dédié aux entrepreneurs, c'est bien ça? J'ai bon. Et nous accueillons un représentant de la région de Haddock qui va nous parler financement haut de bilan. Et en particulier, je voulais aussi vous faire parler de Occitanie Invest, alors qui est un grand salon, un événement dédié au financement et à l'accompagnement. Alors la sélection des startups, elle est déjà faite. Rémi Courtade. Mais pour autant, est-ce que voilà, on va commencer par ça. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Occitanie Invest et comment ça s'inscrit un petit peu dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? Bien sûr. Alors la sélection est en cours puisque les candidatures ont été terminées le vendredi 18. Donc Occitanie Invest, événement capital risque porté par la région, organisé par Haddock. Le but étant d'aller sélectionner 20 entreprises qui vont pouvoir être préparées à la levée de fonds par un consultant externe et rencontrer tous les fonds d'investissement nationaux, capital risque, très orientés série A. Donc nous souhaitons vraiment préparer ces entreprises-là qui ont une maturité à aller lever des fonds pour qu'elles puissent séduire le jour de l'événement qui se déroule le 17 novembre à la Beige à Diagora, les investisseurs présents. D'accord. Donc c'est en cours, c'est-à-dire qu'on peut toujours postuler ou pas? Non, les candidatures sont terminées, c'est la sélection qui est en cours pour élire donc les 20 lauréats qui vont bénéficier de l'accompagnement par un leveur de fonds. D'accord, très bien. On va parler d'Haddock et de son accompagnement. On va revenir aussi sur ce que vous faites, mesdames. Je voulais interroger notre ami banquier. Donc je le disais, il y a des contraintes. Tout à l'heure, on parlait des business angels, du réseau Entreprendre et d'une activité qui est portée par des bénévoles. Là, le métier du banquier a une contrainte différente, notamment en ce qui concerne l'approche du risque. Votre métier, c'est de limiter le risque. Pour autant, on voit comment, on parlait de la finance qui est en train de changer, comment les banques évoluent et sont de plus en plus sensibles à l'entrepreneuriat tel qu'il est pratiqué par les startups. Quels sont les critères de sélection d'un banquier et le timing, parce que je pense que vous intervenez un petit peu plus tard. Oui, tout à fait. La notion de timing, effectivement, est très importante, mais
Avant d'évoquer aussi le financement, ce qui est important, c'est que il n'y a pas que le métier de financement à la banque, il y a aussi l'accompagnement dès la création de la société. Et au plus tôt on peut intervenir et entrer en relation avec un porteur de projet, au plus tôt on peut l'accompagner et le mettre en relation avec l'écosystème, effectivement, soit pour nous, bien entendu, l'écosystème Crédit Agricole, ou alors l'écosystème toulousain, puisque comme tu l'as dit, on se connaît et on peut s'orienter. Pour revenir effectivement sur la partie accompagnement financier à proprement parler, ben, effectivement, on est banquier et pas investisseur. Ce qui veut dire qu'on va intervenir à partir du moment où l'entreprise pourra se projeter dans le remboursement de ce prêt qui intervient en règle générale après une phase de différé d'1 an. Donc ce qui est important, c'est que l'entreprise doit être en situation d'avoir déjà eu une réponse de son marché, d'avoir déjà eu réalisé une preuve de concept, d'avoir déjà une solution entre guillemets calée à la fois par rapport à la réponse du marché, à la fois par rapport à son business model. Donc je dirais qu'effectivement le métier de banquier c'est une approche du risque. Ça ne veut pas dire qu'on a des réserves à intervenir, on doit gérer ce risque-là et la meilleure façon de gérer ce risque-là c'est d'intervenir au bon moment. Et donc, à partir du moment où l'entreprise innovante est en situation de pouvoir montrer que sa solution, que son produit répond au marché. Merci pour ces précisions. Mathilde, le niveau de maturité, qu'en est-il chez WeSeed? Alors, historiquement, moi j'ai vu des startups arriver chez WeSeed où on était là très tôt dans l'histoire de l'entreprise. Alors c'est de moins en moins le cas. Aujourd'hui on est plutôt dans les 2e ou dans les 3e tours. En général la société existe depuis au moins 2-3 ans. La preuve de concept a déjà été faite. Le chiffre d'affaires est peut-être pas encore là, mais il est au moins sécurisé ou avec des lettres d'intérêt. On a souvent donc ces critères d'innovation, les brevets sont détenus par la société, la propriété intellectuelle de la même manière. Enfin en tout cas c'est des choses sur lesquelles on est très vigilant. L'équipe est là, elle est en place, elle a tous les composants en fait nécessaires ensuite à ce que la société se développe rapidement. Voilà, donc on n'est pas, alors on est entre l'amorçage. Moi j'aime à dire qu'on est entre l'amorçage et le développement. Elle a quand même un certain nombre d'années d'existence et elle a fait ses preuves. Voilà. Et de toutes les façons aujourd'hui, WeSeed n'intervient. Alors ça n'a peut-être pas été le cas les premières années. Peut-être dans la recherche du modèle, mais en tout cas aujourd'hui, WeSeed n'intervient qu'à partir du moment où le besoin identifié est de minimum 300 000 euros. En action, je parle en action. D'accord, très bien. Alors Pierre, il faut que quelqu'un s'y colle parce qu'il y a peut-être un flou pour certains d'entre nous. C'est quoi l'amorçage? Parce que j'ai l'impression que, en fonction des acteurs, c'est pas exactement la même chose pour tout le monde. On voit qu'aujourd'hui, il y a quand même une attente qui est forte, c'est celle d'avoir un début de chiffre d'affaires. Disons-le qu'on peut avoir un business model qui est vertueux, plus particulièrement, voilà, comme nous le disait Maïna, pour des projets qui ont du sens, qui ont un impact sociétal, mais qui sont pour autant des projets d'entreprise. Mais tant qu'on n'a pas fait la preuve de ce business model par la traction et le chiffre d'affaires, c'est un petit peu compliqué, Pierre. Oui, tout à fait. Je pense que l'amorçage, c'est cette période entre la naissance du projet puis le chemin pour aller jusqu'à une preuve de concept ou une mise sur le marché. Et cette période-là, bien, elle nécessite quand même entre 300 000 et 500 000 euros. Et pour arriver à pouvoir réunir ces fonds-là, il faut avoir des fonds propres. Donc le point de départ, c'est, quel que soit le projet, il faut avoir des fonds propres. À partir du moment où le porteur de projet, la société, a des fonds propres, eh bien, elle peut mettre en œuvre ce qu'on appelle un cercle vertueux de financement, puisqu'il y a beaucoup de financements qui sont assis sur les fonds propres. On a parlé de différents sujets, des prêts personnels, on n'a pas parlé encore de subventions publiques ou de financement de BPI, mais tout ça c'est assis sur les fonds propres. Pareil pour de l'endettement, il faut des fonds propres pour pouvoir faire appel à un banquier. Donc l'objectif c'est de pouvoir conseiller aux porteurs de projets qui souhaitent aboutir à leur preuve de concept ou leur mise sur le marché, d'avoir les financements suffisants. Une fois qu'ils ont ces financements, ils pourront aller vers une levée de fonds plus conséquente qui leur permettra de pouvoir donner un booster sur leur activité.
Donc c'est pour ça que nous, Exco, on se place un petit peu au cœur de l'écosystème. On est partenaire d'Occitanie Invest, on est membre de Créalia. J'ai participé à la création de Toulouse Place Financière, qui est l'association qui réunit les acteurs du financement de haut de bilan. On est membre de la French Tech parce qu'on croit que, bien sûr, il faut, pour pouvoir aider les porteurs de projets, les aider à bien comprendre la mise en œuvre de ce cercle vertueux du financement qui leur permettra de pouvoir réunir l'enveloppe suffisante pour aller jusqu'à la fin de l'amorçage. Merci, mais c'est capital, hein, les informations que vous nous avez données. Lorsque, d'ici quelques minutes, Pierre Dagrin sera disponible pour vous rencontrer dans ces manches debout, n'hésitez pas à venir le solliciter. On répétera jamais assez, et je le répète à mon tour, l'importance, la pertinence de se faire accompagner par des professionnels. On voit, vous l'avez très très bien dit Pierre, comment le fait d'agréger plusieurs types de financement, d'avoir des fonds propres, et notre ami Nicolas Palomba du Crédit Agricole, la Banque de l'Innovation, bien sûr acquiescé d'un signe de la tête, c'est particulièrement important, et d'être dans un dispositif comme celui de Réseau Entreprendre de Créalia, d'Adoc qui est présent ici parmi nous. Maïna, vous êtes particulièrement concerné par les projets qui ont un impact sociétal. Je pense que la dimension d'accompagnement, elle est quand même importante pour vous, parce que autant lorsqu'on est dans une démarche d'entrepreneur pur, où on veut faire du chiffre d'affaires, je vais faire une caricature, pardonnez-moi, mais ça me permettra d'aller plus vite, on est quand même assez concerné par son business model et la pertinence. Autant, on peut imaginer, je continue la caricature, lorsqu'on est dans un modèle d'impact sociétal, on a peut-être besoin un petit peu plus d'être accompagné dans les impératifs qui sont celui de l'entrepreneur. Comment vous arrivez à concilier tout ça? C'est quand même extrêmement difficile. Oui, c'est tout à fait juste. Effectivement, il y a ces deux pendants dans notre politique d'investissement, qui est donc d'une part la sortie positive, l'accompagnement à une sortie positive, à une nouvelle levée de fonds, donc comme font tous les fonds d'amorçage. Mais il y a également cette idée aussi d'accompagner sur l'impact social et sur la mesure de cet impact, parce que ce qui caractérise les projets sur lesquels pour lesquels on va apporter notre accompagnement, c'est que c'est des projets qui vont non seulement dire qu'ils vont réaliser un impact, mais aussi le mesurer. Et donc on va les accompagner dans cette mesure, et on va les accompagner dans la mise ensuite en relation avec d'autres fonds à impact qui vont chercher la même chose que nous et regarder les mêmes choses que nous. Donc je pense à Inco par exemple, ou à Investir et Plus, ou voilà, Capital Citizen, des choses comme ça. Ouais, qui sont un écosystème particulier. Des très bons exemples. Il y avait j'avais présent à l'esprit le Drive tout nu, c'est vous? Oui, donc en fait ce fonds d'amorçage sur l'Occitanie vient effectivement de débuter en tant que tel en 2020, et donc le premier investissement que l'on a réalisé, c'est sur le Drive tout nu, qui est un projet de drive zéro déchet en local, et qu'on accompagne sur de l'essaimage en particulier. D'accord, ben c'est très bien, ça nous fait un exemple très concret du type de projet. On va terminer avec Adoc. On parlait des dispositifs, du maillage de ces financements. Je crois que la région elle a une mission qui lui tient à cœur, en particulier aussi pour le développement économique et la création d'emplois en région. C'est ça, exactement. Le propre de l'agence Adoc et l'ADN de l'agence Adoc, c'est vraiment l'accompagnement de 360 des entreprises pour soutenir la croissance et générer de l'emploi dans notre région. C'est pour ça que toutes les entreprises qui rentrent dans notre guichet peuvent accéder à tout un tas de services sur le soutien à l'innovation, sur le soutien à la croissance et, in fine, pour la partie qui nous concerne, sur le renforcement des fonds propres et sur la levée de fonds qui permettra derrière de créer de la croissance, de créer de la valeur en partenariat avec tout l'écosystème toulousain. Merci pour ces précisions. Si l'un d'entre vous avait quelque chose à ajouter que j'aurais vraiment raté, Clément, je ne vous ai pas interrogé suffisamment pour parler de ce fonds. C'est un fonds entrepreneur, donc on l'imagine par le nom dédié. C'est un fonds de capital risque, il s'appelle effectivement le fonds entrepreneur Occitanie Ouest. Peut-être pour remettre les choses en perspective, parler un petit peu de M Capital. Donc M Capital, c'est une société d'investissement
qui a une vingtaine d'années d'expérience en investissement et qui est historiquement toulousaine, même si depuis on s'est quand même pas mal développé dans des grandes villes françaises comme Paris, Nice ou encore Montpellier. Et donc M Capital aujourd'hui a un spectre d'investissement assez large, puisqu'on a 4 verticales métiers. On a la partie capital risque, on a aussi la partie private equity, c'est-à-dire investissement dans des PME plus traditionnelles. On a des fonds dédiés dans la dette privée, donc là, un peu comme peut le faire une banque, on va investir sous forme de dette et ce sera dans le tourisme en Occitanie avec vraiment une très dédiée au tourisme. Rapprochez le micro un petit peu. Pardon. Et la dernière chose, c'est l'immobilier, où là, on va agir un petit peu sur tous les segments créateurs de valeur de l'immobilier, du financement des promoteurs jusqu'à la commercialisation des lots. Et pour revenir sur le fonds de capital risque qui va vous intéresser aujourd'hui, donc c'est un fonds qui est de 15 millions d'euros, qui nous est confié par le Fonds européen d'investissement et la région Occitanie, et qui a vocation à investir dans les startups d'Occitanie Ouest. Donc précisément, c'est les départements de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Voilà, on fait ce qu'on appelle du post-seed, c'est-à-dire du post-amorçage et de la série A. Donc, comme ça a été très bien expliqué tout à l'heure, on va investir une fois que le produit est prêt à aller sur le marché, une fois que le POC a été validé avec les premiers clients. Et typiquement, nos tickets d'intervention, ça va être entre 300 et 500 000 euros sur des premiers tours d'investissement. Sachant que sur un fonds de 15 millions d'euros, on a la possibilité d'aller jusqu'à 1,5 million. Donc l'idée, c'est de mettre des petits tickets d'abord dans les projets, ou des tickets un peu plus faibles, pour pouvoir les accompagner dans la durée sur plusieurs tours de financement voilà, à l'avenir. Et vraiment, l'âme de ce fonds, et ce qui est très important dans ce fonds, c'est qu'on essaie vraiment de structurer les entrepreneurs pour qu'ils puissent passer justement de ce stade du post-amorçage et du premier produit à une société un peu plus mature qui va générer du chiffre d'affaires. Et en général, quand on veut aller se diriger vers une série A, on est à 1 million d'euros, voire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Merci Clément. Je suis épaté par votre capacité à tout dire en un temps record. J'ai failli oublier de vous interroger. Je suis désolé, toutes mes excuses. Mais vous avez parfaitement résumé tout l'intérêt de ce que vous faites de manière très condensée. Voilà, je vais vous demander, parce que le but, c'est pas de parler, de s'écouter parler, mais surtout d'être dans l'opérationnel, donc de rencontrer les porteurs de projets ou ceux qui sont présents, qui ont des projets d'entreprise. Je vous remercie et je vous demande de regagner les manches debout pour rencontrer les porteurs de projets qui auraient des questions à vous poser. Et pendant que vous vous déplacez, on va de nouveau essayer, Mathias, tu vas animer cette partie, on va essayer de joindre Harmonie Mutuelle et Nadia, parce qu'on n'a pas réussi à le faire. On n'a pas réussi à le faire précédemment, voilà, pendant qu'on est en train de faire ces déplacements. Voilà, c'est tout l'enjeu de la visio. Harmonie Mutuelle, on connaît tous l'activité, on connaît tous le nom, pardon. Mais j'ai perdu le lien. Super. Voilà, c'est la panique. Elle n'est pas connectée. Bon. Décidément, j'aurais absolument tout tenté pour la joindre. J'espère qu'elle ne nous en tiendra pas rigueur, mais ce sont les contraintes sanitaires qui s'imposent à nous, notamment par la présence de certains à distance. Et voilà, on a dû le faire en 2 parties. Donc, les intervenants sont disponibles. N'hésitez pas à aller les voir. Il n'y a pas d'enjeu. Vous pouvez aller les solliciter pour un premier niveau de renseignements, savoir si ce que vous voulez faire c'est pertinent ou pas, prendre peut-être rendez-vous ou poser des questions que nous n'aurions pas abordées en étant sur scène. Voilà, et je vous dis à tout de suite.